Christian, ressources de la famille. Là, on est bien, on est dans les temps. Hein, ouais. Bon, je dois vous faire un aveu. Serge, c'est pour toi. Je pensais que c'était un atelier. En fait, c'est un symposium dont je n'ai rien préparé. Il m'a dit, mais c'était écrit, il a raison, je vous prie de m'excuser, donc je vais improviser. Donc, soyez gentils avec moi. Utiliser les ressources de la famille. Bon, ben la famille, c'est quoi? La famille, c'est une entité, on en a parlé hier déjà, hein, donc, qui sera en tout cas pour moi la première cause ou la première occasion de mon bonheur, et aussi la première cause et la première occasion de mon malheur. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, et puis le malheur et le bonheur qui durent encore peut-être, hein. On en parlera si vous me posez des questions. Puis, évidemment, la grande majorité des familles, que nous verrons jamais, rencontrent tous les problèmes, toutes les difficultés, et force est de constater qu'elles ont des ressources propres qui vont être exploitées pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés qui se posent à elles. Donc la famille est un creuset génial de créativité, de potentialité, de puissance qui nous interroge, qui nous intéresse. Toutefois, dans une famille, un membre d'une famille, pour des raisons diverses, ne peut être en capacité d'exploiter ou d'exprimer ses qualités propres, même d'être paralysé à un point tel qu'il peut se mettre à souffrir, il peut se mettre en danger, parfois mettre même en danger les autres, et parfois même un comportement qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié dans le contexte, ni pour lui, ni pour les autres. Et à ce moment-là, je trouve légitime de faire appel aux personnes qui l'entourent, ici ses parents, ou sa famille au sens large, pourquoi pas même diront les voisins, tout dépend des liens qui sont liés, pour essayer de l'aider et d'activer des ressources. Donc ça ne me paraît pas bizarre de faire appel aux ressources des familles. Quel est l'intérêt pour nous, thérapeutes, de recevoir les familles? La première chose, c'est de comprendre ce qui se passe. Non seulement pour celui qui est en cause, pour celui par qui les gens sont là, mais également pour ceux qui sont autour. Point numéro 2, calmer le jeu. Et enfin, essayer de mettre en place et d'activer des ressources justement pour que les choses se remettent en place, que les gens aient la vie qu'ils veulent avoir, ou pas trop loin, et qu'ils puissent s'en sortir sans en payer trop cher le prix. Le prix, c'est-à-dire soit de se retrouver en tôle, ou en psychiatrie, ou banni. Et des fois, il nous arrive des surprises. Alors, je vais vous raconter des histoires. Une fois, le juge m'adresse une jeune maman, non, avec son fils est en 6e. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, donc, va faire les courses dans une grande surface. Comme elle n'a pas trop de sous, comme ceci, elle vit seule, c'est une famille monoparentale, elle élève son fils toute seule. Elle est coupée de sa propre famille, elle est assez isolée, donc elle a un travail à mi-temps, elle a quelques prestations sociales, bon, elle vit chichement, je dirais, dans un quartier. Et donc, elle fait les courses, elle arrive à la caisse du supermarché, et là, les vigiles arrivent, ils disent, donc, le petit, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent le petit, donc, qui a 11 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il a des chaussures toutes neuves. Quand il est passé au rayon des chaussures, il a volé des charentaises, des pantoufles. Donc, il a laissé ses chaussures vieilles, il s'est les a mises, il est passé. Bon. Alors, évidemment, les vigiles sont ravis parce qu'évidemment, ça leur fait un peu de boulot, ça justifie leur travail, et c'est facile. Donc, bon, les gendarmes, signalement, tout ce que vous voulez. Le juge des enfants, et donc, elle arrive chez moi. Donc, alors, je comprends, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, qu'est-ce qui t'a pris? Madame, elle me dit, je ne comprends pas, cet enfant, vous comprenez, je fais ce que je peux, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, c'est inimaginable. Bon. J'ai dit, alors, qu'est-ce qu'il vous expliquez-moi? Ben voilà, c'était midi, vous comprenez, donc, mais maman, écoute-moi. Alors, le petit dit, mais maman, mais
tu te souviens, j'avais faim, alors tu m'as dit, t'as qu'à prendre un petit Suisse, sois discret, et tu le manges dans le magasin. Donc, comme ça, bon, évidemment, ils ne vont pas le payer. Bon. Donc, alors, et alors, monsieur, j'avais des chaussures qui étaient trouées, donc je suis passé, j'ai vu des pantoufles qui me plaisaient. Donc, alors, je commence à discuter, j'ai dit, mais t'es con ou quoi? Comment t'as fait? Il m'a dit, mais je me suis mis sous les caméras et j'ai mis les pantoufles. Il m'a dit, bon, voler, c'est bon, voler, pourquoi pas, mais se faire choper quand même à ton âge. Alors évidemment, la mère commence à tousser, elle me dit, docteur, et vous avez compris qu'elle, elle passe son temps à manger quand elle fait les courses avec son fils, donc elle fait le tour du magasin et elle mange en fait dans le magasin, évidemment, des choses qu'elle ne paie pas puisqu'elle les vole. Mais c'est pas pour ça que je vous raconte ça. Au bout d'un quart d'heure, j'ai compris ce qui s'est passé et là, je me pose la question de la famille. Et moi, si je reçois une maman avec son fils ou sa fille, la première question que je vais poser, une des premières, ce sera, Madame, où est le papa de cet enfant? Elle me dit, il n'en a pas. Bon, je dis, qu'est-ce que vous entendez par là? Il n'en a pas. Enfin, elle me dit, il n'en a pas. Alors, bon, bref, elle bafouille, je pose des questions, je suis gentil avec elle, vous le comprenez. Donc, elle me dit, en fait, son père, il dort devant la barre, là, il a une tente, alors il est SDF, bon. Bon, elle me dit, pourquoi vous dites tout ça? Écoute, s'il a un papa, j'étais pour savoir s'il avait un papa, si son père l'avait éduqué, s'il le connaissait, comment il s'appelle son père? Ah non, je ne veux pas donner son nom. Pourquoi? Parce qu'il a fait la prison. Bon, alors moi, je dis, écoutez, vous, de toute façon, vous savez, les enfants, bon, madame, je ne le dis pas pour vous, mais les enfants sont malins, vous savez. Ils savent se renseigner, soit auprès de la famille, soit auprès des voisins. Peut-être qu'il connaît le nom de son père, mais qu'il ne vous l'a pas dit. Alors, le petit, comme ça, bon, il ne vous le pas. Je dis, vous avez un prénom quand même. Enfin, comme vous, écoutez, réfléchissez, bon. Mais pourquoi vous dites tout ça? C'est incroyable. Son père, je ne l'ai jamais vu. J'ai payé. Mon fils, j'ai tout payé pour lui. Je lui ai dit, non, madame, je ne me remets pas encore. Je le comprends. Vous l'avez levé toute seule. Vous avez du mérite. Pas la femme, pas la ligne, pas la femme. Mais enfin, si je pouvais quand même l'avoir sous la main et voir qui il est, etc., c'est pas plus mal. Mais j'ai dit ça comme ça. Je dis ça comme ça. On dit ça comme ça. J'ai un père bon, le père bon. Et ils s'en vont. Donc, 3 semaines après, je reviens. Donc ça sonne, j'ouvre la porte, et qui je vois devant moi? Donc le petit, ça, mignon comme tout, la maman et un monsieur. Alors je dis, madame, etc. Je dis, madame, donc monsieur, bonjour, je suis le docteur Escave, tout ça. Alors elle dit, voilà, c'est le père de mon fils. Ah bon? Je dis, bonjour, bonjour monsieur, le mec nickel, un jean, propre, coiffé, nickel. Moi je m'attendais à voir un clodo, un clochard. Donc, alors, je fais rentrer. Je dis, bon, j'étais étonné, je ne pensais jamais que cet homme viendrait. Donc, je fais un résumé de la première consultation. Voici, monsieur, ce qui s'est passé. Donc, votre fils a volé les pantoufles. Ah bon, tu ne m'avais pas dit ça. C'est le juge qui l'envoie. Donc, il est pisté par le juge. Donc, non seulement il a volé, mais en plus, il a trouvé le moyen de se mettre sous la caméra pour qu'on le voit un peu mieux. Bon. Et donc, à ce moment-là, donc j'explique, je vois le père, ce père qui a vu son fils 3 fois, qui en réalité le piste, dort sous une tente, dans un squat, pas loin, mais il l'a repéré, il sait qui c'est, et il prend des renseignements sur lui. À ce moment-là, il le dit. Qui se lève et qui dit à son fils, tu n'as pas honte, non? Mais tu n'as pas honte de te comporter comme ça? Tu veux finir comme ton père? En prison, parce que tu ne le sais pas, je te le dis, je ne t'ai pas élevé, parce que ça fait 6 ans que j'étais en prison. Et moi, je commence à avoir le ventre qui faisait comme ça. Je me dis, merde, mais qu'est-ce qui va se passer? Et alors bon, je vais se faire, je dis, monsieur, vous êtes en colère? Il me dit, c'est inimaginable, un fils comme ça, vous vous rendez compte? Je dis, c'est pas facile d'éduquer les enfants, vous savez. Je me dis, ah ben non, alors vous savez, heureusement que j'en ai qu'un. La mère, stupéfaite. Elle ne l'a jamais vu, elle l'a appelé, elle a crié 20 fois, elle donne-moi des sous, qu'est-ce que tu veux? Bon, je m'assois, et rien du tout, je m'assois, j'étais bon, un peu remué quand même, enfin bon, ça se passait pas trop mal. Le petit se lève, il dit, papa, je te demande pardon. Il n'avait jamais vu son père. Alors le père commence à avoir les larmes aux yeux, moi j'avais pas les larmes aux yeux, mais je dis, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Incroyable. Je les ai vus 2 fois, 2 mois après, je ne les ai plus revus.
Et le petit a dit, je t'avertis, le père a dit à son fils, je t'avertis, t'as intérêt à filer droit parce que ça va aller mal. Hein. Hop, au revoir madame, terminé. Vous croyez que moi j'ai parlé du père pour que le père vienne et activer les ressources familiales en termes identificatoires, en termes éducatifs, en termes narcissiques pour le petit? Jamais. Ça m'est tombé dessus. Une autre fois, il y a la pédiatrie qui m'envoie une maman parce que le petit, donc, il a perdu du poids, il ne mange plus, ça ne se passe pas bien, ils sont très inquiets, donc ils savent qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a une puéricultrice qui va à domicile, mais bon, bref. Alors, je vais arriver la maman, donc, qui est une jeune maman, donc qui a un bébé, c'est un bébé, donc, qu'elle allaite, en fait, qu'elle veut allaiter, mais qu'elle ne peut pas allaiter parce que quand elle allaite, il ne mange plus. Donc, je dis, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, voilà, bon, je dis, où est le papa? Toujours pareil. Le papa me dit, je ne peux pas trop me parler, mais je vous le dis, donc vous ne dites pas à ma mère. Je dis, votre mère, elle est où? Mais j'habite chez elle, etc. Pourquoi? Parce que, vous avez compris, nous sommes maghrébins, mais le papa, c'est pas maghrébin, je dois le cacher, tout ça. Bon, je vous en supplie. Donc, écoutez, ce qui se passe ici reste ici. Et je lui dis, bon, et comment ça se fait que cet enfant maigrit, il ne grossit pas, ils sont inquiets, c'est grave parce que si ça continue, ils vont vous le retirer. Je me dis, je ne sais pas, bon, bref. Et votre maman, elle est où? À la maison. Et vous ne pourriez pas me l'amener? Elle est furieuse contre moi parce que j'étais enceinte, je ne veux pas dire qui c'est, elle veut me foutre dehors. Bon, je dis, écoutez, bon, moi j'aimerais bien la connaître. Et je vois la mère arriver. Je dois la mère, donc, qui arrive, super sympa, etc. Je dis, madame, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet enfant, pourquoi ce bébé perd du poids alors qu'il devrait en gagner? Elle me dit, mais c'est ma fille, elle ne sait pas s'y prendre, c'est inimaginable. Alors, elle m'a dit, regardez, j'ai tout amené. Je dis, madame, si vous avez de la chance, montrez à votre fille comment il faut faire. Donc, et alors, moi, je ne bouge pas, donc elle fait chauffer l'eau, elle prépare un biberon, elle prend le petit, la grand-mère, hein, elle le met sur sa poitrine, et tout en faisant ça, elle dit à sa fille, tu vois comment tu fais, un truc inimaginable. La pauvre petite, j'étais malheureux pour elle. J'ai dit, mais oui, vous comprenez, elle ne peut même pas lui donner le sein, c'est incroyable, comment il va être quand il sera grand. Bon. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Très simple, l'enfant sent tout, notamment tout ce qui est synesthésique, c'est-à-dire ces espèces de sensations particulières, c'est sensoriel. Vous mettez l'enfant sur le ventre, et c'est de suite même ce que pense sa mère. Et dès qu'elle le prend devant sa mère, elle n'est pas bien, elle est tordue, elle est culpabilisée. L'histoire du père est constamment là, il n'est pas musulman, il n'est pas d'origine maghrébine, et elle ne peut pas le faire manger. Quelle idée j'ai eue de faire venir la grand-mère. Ben, le petit, à partir de ce jour-là, hop, il a pris 100 grammes, puis 200 grammes, puis la pédiatrie a dit, voyez-vous, il n'est plus en danger. À quoi ça sert? D'utiliser les ressources familiales. Une autre fois, j'ai une histoire, je la raconterai après celle-là. Parce qu'il y en a, en tant que psychiatre, il y en a une, c'est par rapport aux aspects épistémologiques. Bon, il y en a une autre, ça c'est un couple, qui m'est adressé. C'est une dame qui boit, en fait. Elle est réunionnaise, non? D'origine réunionnaise, elle boit. Son mari est militaire. Et il a été réformé parce qu'il était au Liban, il était parachutiste, donc, il y avait l'époque la guerre du Liban, et avec un collègue à lui, donc, ils étaient sur une Jeep et ils ont sauté sur une mine. Donc, lui conduisait, son collègue a été éjecté, lui il a pris la Jeep sur le corps, qui va écraser donc, le bassin, etc., etc. Donc, il a été rapatrié en France, à Toulon, à l'hôpital militaire. Il a été opéré plusieurs fois, 18 mois de rééducation, bon, bref. Et il a gardé des séquelles, une boiterie donc, assez importante. Donc, et à ce moment-là, au moment où donc, il sort de l'hôpital, l'épouse se met à boire d'une façon incroyable qui désempare tous les services d'addictologie à un point tel que, bon, on en a marre. Alors j'ai un copain qui m'appelle, il me dit, Escarpe, si tu veux les recevoir, on ne sait plus quoi faire. Alors, bon, non. Je les reçois en couple. Ben, évidemment, quel est l'intérêt d'activer les ressources ici conjugales? Pourquoi faire venir le mari alors que c'est elle qui boit? Elle a été suivie pendant 1 an ou 2 de façon individuelle par les spécialistes.
essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pour elle, pour ce qui se passe autour, et activer les ressources. Donc, et alors, je me dis, voilà, c'est mon mari, on a des soucis, vous comprenez. Le pauvre, maintenant, il a trouvé un travail, il est vigile, donc il travaille la nuit, c'est difficile. Il part le matin de bonne heure, il rentre l'après-midi, il est gentil avec moi, il fait ce qu'il peut, mais enfin, c'est pas pareil. Bon. Et elle me raconte donc que le soir, qu'est-ce qui se passe? Elle se met à boire de façon très particulière. Elle ne boit que le soir. Donc, elle me dit, voilà, il faut que je vous dise, je pense que c'est génétique. Mon père était réunionnais, donc il est mort alcoolique. Mon frère aîné, qui n'a jamais été marié pour s'occuper de ma famille, est mort alcoolique. Donc j'ai encore un frère qui est en danger. Et moi, je crois que j'ai hérité du gène de mon père. Je deviens alcoolique. C'était l'époque génétique de l'alcool. Bon, elle me dit, ce soir, mon mari est tellement gentil, vous savez, il arrive à 4 heures. Il me dit, chérie, qu'est-ce que je te fais pour ce soir? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je te prépare le repas? Qu'est-ce que dis-le-moi? On n'a pas de machine à laver, on n'est que 2, les enfants sont partis. Donc, il y a 2 filles qui sont parties, elles sont grandes, elles sont inquiètes aussi d'ailleurs, et à la fois pour l'état de leur papa qui est un sportif, parachutiste, sportif, un guerrier, quoi. Mais le vrai guerrier, c'est celui qui ne fume pas et qui ne boit pas. Et elle fume et elle boit. Et donc, le soir, qu'est-ce qui se passe donc? Lui, il est crevé parce qu'il se lève à 5 heures du matin, il va se coucher, il appelle sa femme. Chérie, tu viens? Chérie, tu viens? Elle lui dit, oui, j'arrive, attends, je regarde des informations. Donc, elle me dit, vous savez, j'écoute des informations, je pense à mon père qui est mort, mon frère, le pauvre, et je me mets à boire du rhum. Elle est réunionnaise. Et j'apprends qu'à La Réunion, il y a du rhum millésimé. Moi qui suis addictologue, je ne savais même pas que ça existait. Millésimé. Donc, et alors, qui coûte cher, hein? Et bien, je commence à boire, donc, un quart de bouteille, une demi-bouteille, et puis il m'appelle, puis il s'endort. Et moi, à 2 heures, 3 heures du matin, je vais me coucher. Malheureusement, des fois, je le réveille. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est furieux. Il me dit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Alors, je lui dis, alors là, tu te trompes, j'ai rien bu. Il devient fou de rage, il sort du lit, il fout tout en l'air, il va dormir dans la chambre des enfants. Et le lendemain, il fait comme si de rien n'était quand il rentre, etc. Et ça peut arriver 1 fois par semaine, des fois 2, des fois 3. Je suis très inquiète parce que vraiment, ça va très mal. Bon. Très bien, évidemment. Alors, bon, très bien. Alors lui, il ne voulait pas venir. Donc, je dis, c'est pas grave, monsieur, c'est l'intérêt d'utiliser les ressources. Je dis, monsieur, si vous ne voulez pas venir, c'est pas grave, votre épouse ira se faire soigner par quelqu'un d'autre. Moi, si elle vient, vous devez venir, même si vous dormez et vous ne dites rien. Vous n'êtes pas tenu, mais je veux que vous soyez là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il s'endort. En tout cas, il ferme les yeux. Et au fur et à mesure où elle parlait, il ouvrait un œil, 2 yeux. Et moi, je discute. Bien sûr, je travaillais avec elle. Mais il était là. Donc, je lui dis, mais comment vous expliquez effectivement comment ça s'est passé quand il était à l'Aveyron, tout ça? Elle me dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Mon mari ne le sait pas. Clac! Là, il ouvre les 2 yeux. Oui. Donc, le médecin colonel, qui était très gentil avec moi, mais très gentil, vous savez, un jour, il m'a dit, madame, il faut que je vous parle. Venez avec moi dans le couloir. Il m'a dit, voilà, votre mari a eu le bassin fracassé. Il restera impuissant. Il vous faut divorcer. Vous ne pouvez pas savoir, ça m'a fait quelque chose. Je suis revenu, j'ai pleuré, j'ai réfléchi et j'ai dit non, ton mari, tu l'aimes pour ses défauts, ses qualités, c'est pas maintenant que tu vas le quitter. Et alors évidemment, elle n'a même pas fini sa phrase, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quoi? Un médecin? Je ne vous dis pas l'ambiance, moi il se réveille, je ne bouge pas, je dis monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air très en colère. Mais vous vous rendez compte, vous entendez ce que j'entends? J'ai compris, oui. Le médecin a dit que vous étiez impuissant. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il s'en va, bon. Alors ça dure 45 minutes. Juste avant, donc je me hasardais à lancer quelque chose, un peu de voir si c'était opératoire. Non. Alors, évidemment, non, madame, alors si j'y comprends bien, vous me direz si je dis des bêtises. Juste avant. Hein. Donc, quand votre mari est gentil et qui veut vous aider et qui vous appelle pour aller au lit, vous vous mettez à boire suffisamment pour que le moment venu, il quitte le lit en colère pour aller dans celui des filles. C'est ça. D'accord.
Bon. Donc, au fond, monsieur, bouchez vos oreilles, s'il vous plaît. Quand il vous appelle, au fond, si vous avez peur qu'il n'y arrive pas. Oui, évidemment, il s'est bouché les oreilles. C'est de ma faute, c'est ça maintenant, c'est la cause de moi, si elle boit. Enfin, bon. J'ai dit, monsieur, écoutez, l'heure est passée, mais j'ai jamais pensé ça. Personne n'est responsable de ce que fait. Un mari n'est pas responsable du comportement de sa femme, il ne manquerait plus que ça. Et en plus, je ne le pense pas. Bon, ils sont bons. Bon. 15 jours après, ils reviennent. Et elle me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai suivi vos conseils. J'ai arrêté de boire du rhum. Je vous dis d'arrêter, moi. Mais madame, je ne suis pas connaissé. Bon, bref. Alors, j'ai dit, monsieur, comment ça va? Il me dit, ça va. Bon, vous étiez en colère autrefois contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit contre vous? Tout ça. Non, il me dit, non, c'était contre le médecin que j'en avais. C'était pas contre vous, tout ça. Alors, est-ce que vous permettez que je vous pose des questions? Mais il me dit, posez-moi les questions que vous voulez. D'accord. Est-ce que la nuit, vous rêvez? Oui, je rêve. Donc, et quand vous rêvez, est-ce que vous bandez? Il me dit, oui, bien sûr. Bon, je vous remercie, c'est tout ce que je vais dire. Alors, donc, madame, je vous écoute. Magique. Comment une épouse, sans s'en rendre compte, elle entend un truc qui la traumatise et se met à boire parce qu'au fond, elle se dit, si jamais mon mari se rend compte que peut-être il était puissant alors qu'il ne l'est pas, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? J'ai trouvé ça intéressant. Quelle est la ressource familiale? Après, ce que je voudrais dire quand même, il nous reste du temps, hein, oui. Excusez. Oh. Oui, c'est que, bon, évidemment, le savoir, bon, moi je suis psychiatre et je suis psychothérapeute. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal des années pour essayer de comprendre, au fond, en quoi le discours du psychiatre pourrait être utile. Le psychiatre est utile pour le psychothérapeute familial en termes quand tu as une crise, quand la personne, bien sûr, a des crises, notamment des crises psychotiques, des crises de violence, qu'il faut calmer le jeu, qu'il faut le protéger, le mettre en danger, le protéger des autres aussi. On est bien content d'avoir un psychiatre qui est là pour calmer le jeu et sécuriser. Ça, c'est sûr et certain, il en faut, et c'est souvent, des fois nécessaire. Mais, pour comprendre en quoi le discours du psychiatre, le discours du thérapeute familial pouvait parfois être, ce matin, il en a parlé, paradoxal, en tout cas contradictoire, ça, il faut des années. Puis, vous savez, le psychiatre est un médecin et qu'il est élevé, et on l'apprend, dans le lien anatomoclinique, et bien sûr, et où tout ce qui va être dit sur le malade, bien sûr, est une explication de son état. Bon, bien sûr. Or, quel est l'intérêt pour pouvoir activer les ressources de la famille si je n'ai pas une idée claire du statut du savoir du psychothérapeute quant à son savoir, justement. Dès lors que, ça c'est un point technique un peu compliqué, mais je veux le dire, c'est qu'à partir du moment où moi je parle de moi, bien sûr, je ne vous parle pas de moi. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de moi. Je vous parle de comment je me vois, au fond des représentations que j'ai de moi. Dans les Lacaniens, il y avait un Lacanien hier, il vous dirait l'accès au réel n'est pas possible. Il a bien raison. Quoique, certains mystiques pourraient dire que oui. Mais ici, ici, il n'y a pas de mystique pour le moment. Donc, quand je parle de moi, je ne parle pas de moi, mais je parle de comment, les représentations que j'ai de moi. Donc, c'est un savoir représentatif qui a la valeur qu'il a, et qui est respectable, mais enfin, il n'est pas explicatif. Quand je parle de Serge, bien sûr, quand je vous parle de Serge, je ne vous parle pas de Serge. Je vous parle de comment je vois Serge. Mais comment je vois Serge, ce n'est pas Serge, c'est moi. Et tout ce que je pourrais penser, dire et vivre par rapport à Serge n'est qu'un savoir hypothétique qui pourrait avoir l'intérêt pour me rapprocher de lui, pour voir si mes hypothèses font sens pour lui. Et tout ce que nous avons dit depuis ce matin, Kanner, Harold Searle, qui était, donc, quand j'étais étudiant en psychiatrie, on avait appris ça à l'effort pour rendre l'autre fou, etc. Mélanie Klein, Kanner, bon, des choses qui sont comme ça, bien sûr. Quand on est jeune professionnel, on se sent obligé, tenu, non seulement de se nourrir de bonne nourriture intellectuelle, mais en pensant que ce que nous allons apprendre va nous permettre d'expliquer la vie des autres. Or, tout ce qui est conceptuel, bien sûr, n'a pour nous, on le sait, en thérapie familiale, qu'une vertu conceptuelle, non pas par définition opératoire et jamais explicative. C'est pour ça que je voudrais mettre à l'aise les jeunes professionnels
de ne pas trop se gaver de théorie, mais quoique, on peut se nourrir quand même, mais de faire beaucoup de stages, beaucoup de pratiques et de voir beaucoup de familles et de réfléchir sur ce qu'ils font et comment ils le font par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, notamment en termes de difficultés. Après, le savoir, quand même, notamment par rapport aux ressources de la famille, pour nous, professionnels, est anxiolytique. Si je ne sais pas comment fonctionne hypothétiquement une famille, un toxicomane, un alcoolique qui n'existe pas, on le sait, ça n'existe pas, ce sont des concepts, je ne peux pas travailler. Donc il faut bien que je me rassure. Donc je ne dis pas que ça ne sert pas. Je ne dis pas que ça ne sert pas. J'aurais pas ce matin, on a parlé du psychiatre de la thérapie expérientielle qui lui disait la théorie ne sert à rien. Ben, bon, moi, ce que je ne crois pas. C'est pas exactement ce qu'il disait. Oui, mais enfin. Les propos qu'on lui prête et qui ont fait oui. Flores. Oui, même qui ont été écrits, mais pas par lui, mais qui ont été écrits par d'autres qui disaient que. Ouais. Enfin, c'est pas lui qui l'a écrit, mais j'ai vu des gens qui l'écrivaient. Ouais. Il n'a pas écrit, tant mieux. Donc, l'intérêt, c'est ça. L'intérêt, c'est de comprendre, calmer, et nous, professionnels, de nous rassurer et de voir un petit peu ce qu'il n'y a pas des moyens proches, efficaces, de pouvoir aider quelqu'un à retrouver ses capacités, son potentiel qualitatif pour faire sa vie. Par exemple, moi, je parlais de la psychose. La psychose, pour moi, qui est une énigme pour le psychiatre, mais j'ai toujours pensé, et même vérifié, qu'un psychotique, quoi qu'il dise, même si ça m'échappait, c'était toujours logique et cohérent dans sa façon de vivre. Et ça, pour un psychiatre, même si fois il fallait le protéger, c'est toujours cohérent. Des fois, il y a des choses qui nous échappent, qui sont difficiles pour nous. C'est pour ça que, évidemment, il faut les respecter. Les limites des ressources familiales, bon, on les connaît, c'est pas toujours possible. Bon, parfois c'est interdit même. C'est pas toujours approprié. Il m'est arrivé de recevoir des enfants, un enfant une fois pour un bilan pour entrer dans un ITEP. Il y avait des gros problèmes de violence à la maison. Les deux parents étaient psychotiques, tous les deux, mais psychotiques formalisés. Donc, d'autres problèmes d'autres, là, c'était pas forcément approprié. Et parfois, les parents sont plus en difficulté. Enfin, même ça peut être dangereux, bien sûr. Donc, mais par exemple, chaque fois qu'il s'agit d'un enfant, d'un ado, de problèmes de violence, ou d'un couple, ou bien si quelqu'un vient vous trouver en disant le problème de ma famille, c'est moi, la réunion, je dirais, de la famille est quasi obligatoire pour parler en naturel, bien sûr. Tout à l'heure, le premier intervenant, j'ai oublié son nom, Florent, dont pour pas qu'il est très gentil, a dit ceci. En tout cas, j'ai entendu ça. L'environnement peut agir sur la psychose. Chez les biologistes, à partir du moment où l'environnement peut agir sur le génome, on appelle ça l'épigénétique. Et j'y crois. Je pense qu'en agissant, nous, ce que nous savons, on ne sait pas comment les gens vont changer, mais on sait que quand quelqu'un est en difficulté, si on réunit les personnes qui constituent l'entourage relationnel et affectif dans lequel il se déploie, si on intervient, cet entourage va se modifier, il va y avoir des modifications avec un changement. On ne sait pas trop quel changement. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste là. Donc, et qu'on le contrôle. Et qu'on soit présent, ça a été dit. Mais je crois effectivement qu'en modifiant, en aidant, en activant les ressources, y compris des gens qui sont autour, on peut avoir un accès épigénétique, c'est-à-dire qu'ils vont aider la personne à se modifier, à changer, à retrouver ses qualités, à exprimer son potentiel, à se calmer, à souffrir moins, et peut-être avoir un comportement plus adapté, et à pouvoir, à un moment donné, dire « Hé, coucou, je suis là, j'aimerais maintenant que les psychiatres cessent de parler pour moi, que les psychothérapeutes cessent de parler pour moi, que ma famille parle à ma place, et moi, je voudrais parler pour moi. » Mais des fois, ça prend des années. Mais des fois, ce n'est pas possible. J'ai improvisé. Serge, ça va ?